En janvier 2020, 6 personnes ont perdu la vie dans un accident tragique de motoneige au Québec. Ce jour-là, il y a des erreurs qui ont été commises qui auraient pu être évitées. Que vous soyez motoneigiste, motocycliste ou amateur de plein air, êtes-vous sûr de prendre toutes les mesures nécessaires pour rester en sécurité? Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qui a changé depuis ce drame et pourquoi les règles sont essentielles pour les aventuriers comme nous. Je m'appelle Simon, je suis aspirant guide de moto aventure et aujourd'hui, on va voir comment cet événement tragique a mené à des nouvelles lois pour protéger les aventuriers comme nous. Mais surtout, je vais vous montrer comment ces règles peuvent aider à sauver des vies. De l'importance de suivre des sentiers balisés, à l'obligation pour les guides d'être certifiés, je vais vous montrer ce qu'il faut savoir avant votre prochaine sortie en motoneige ou en moto-aventure. Si vous tenez à votre sécurité et à celle de ceux qui vous accompagnent, restez avec moi car ce que je vais vous partager aujourd'hui peut faire toute la différence dans une prochaine aventure. Donc en premier, ce qui est important, ce serait que je vous explique un peu comment s'est produit l'accident. Donc on a un groupe de Français qui était de 7 personnes et un guide québécois qui visite la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Cette région-là, c'est une super belle région pour la pratique de la motoneige parce que justement, il y a le lac Saint-Jean, mais il y a aussi les monts Valin pas loin qui sont des montagnes où c'est très beau et la qualité d'enneigement est extraordinaire. Donc, nos Français sont partis depuis plusieurs jours avec le guide et tout va super bien. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à cette période-là de l'année au Québec, le soleil se couche très tôt. Dans le coin de 4h30, 5h, habituellement, le soleil est couché. Donc là, toute la journée, le guide il pense à son affaire puis il pense que ce serait peut-être une bonne idée de prendre la fin du trajet, un raccourci qui passe entre deux îles et qui arrive dans le coin de la rivière Grande Décharge. La rivière Grande Décharge, c'est une rivière à fort courant qui se jette dans le lac Saint-Jean. Et avec le courant, ça devient difficile de former une grosse couche de glace. Donc la couche de glace qui est là, elle est assez grosse pour supporter la neige, malheureusement pas assez épaisse pour supporter une motoneige. Le guide, lui, il n'est pas au courant parce qu'il connaît pas très bien ce coin-là exactement. Donc, ils prennent leur raccourci et à ce moment-là, il y a des motoneiges ainsi que des motoneigistes qui passent au travers de la glace et qui tombent dans les eaux gelées du lac Saint-Jean. Il y a 3 motoneigistes qui réussissent à s'en sortir, puis ils vont demander de l'aide aussitôt à la rive et là, les secours se mettent en place. Malgré tout ce qui s'est passé puis toute la bonne volonté des secouristes, on n'est pas capable de repêcher les autres personnes, puis les corps vont être retrouvés plusieurs jours, plusieurs semaines et même pour certains, plusieurs mois plus tard. Suite à cet accident-là qui fait le tour du monde, c'est bien entendu, on va avoir une enquête. Et là, il y a une coroner qui est chargée de l'enquête. Ça va lui prendre 19 mois avant de livrer son rapport. Une fois qu'elle va livrer son rapport, elle va reconnaître certaines choses dans ce rapport-là qui vont justement changer les lois pour les guides au Québec. Donc, le rapport de la coroner a été publié en août 2021. Donc, ça y a quand même pris du temps parce que c'est un dossier qui était très complexe à analyser et surtout, elle voulait avoir des bonnes recommandations pour le futur. Donc, suite à ce rapport du coroner, il y a plusieurs choses que les gens doivent faire maintenant. La première chose, c'est de suivre une formation pour les guides de véhicules hors route. Cette formation-là, c'est une formation de 40 heures. Attaché avec cette formation-là, il y a aussi une formation de premiers soins qui doivent être suivis et cette formation-là, c'est une formation de premiers soins en milieu éloigné. Donc, elle peut être d'une durée de 20 heures. Puis si vous le désirez, vous pouvez suivre un autre complément de formation qui va durer lui aussi encore 20 heures pour vous donner encore plus de trucs pour la sécurité en milieu éloigné. Un autre point qui est couvert dans le rapport, c'est la communication. Maintenant, les guides doivent avoir au minimum 2 moyens de communication en tout temps. Donc, si j'ai, par exemple, du réseau cellulaire, je pourrais avoir mon cellulaire, mais avec ça, ça va me prendre aussi un téléphone satellite, par exemple, ou un GPS qui permet la communication avec InReach, par exemple. Donc, je dois avoir au moins 2 moyens de communication fonctionnels sur moi en tout temps. Je dois aussi faire des plans d'urgence. Donc, quand je fais un plan d'urgence, dans mon plan d'urgence, je vais mettre les coordonnées des services locaux, je vais mettre des itinéraires d'évacuation, donc par où je dois passer si je dois sortir quelqu'un qui est blessé ou malade. Je vais me fixer des points de rencontre sécuritaires avec les services d'urgence. Je vais aussi tout définir la gestion des blessures qui peuvent arriver. Donc, je vais sortir tous les risques sur une feuille, les énumérer et à chacun des risques, je vais associer une réponse adéquate que je vais mettre dans mon guide de procédure. Il faut aussi, bien entendu, que je connaisse
connaisse les sentiers locaux où je vais amener mes gens et que je connaisse aussi les conditions. Donc, c'est la responsabilité du guide d'être au courant des fermetures de sentiers, des risques d'avalanche, des feux de forêt. C'est le genre de choses que le guide doit absolument savoir avant de lancer des gens dans la forêt. Le matériel de secours et de premiers soins, c'est bien entendu, le guide doit avoir une trousse de premiers soins avec lui en tout temps. Et cette trousse de premiers soins, elle doit être accompagnée aussi d'une liste qu'il peut fournir à toute personne qui la demande. Il doit aussi s'assurer que les participants portent tout l'équipement de sécurité nécessaire. Donc, c'est à lui, la responsabilité lui incombe de faire porter à ses participants le casque pour la moto, par exemple. Aussi, la coroner, dans son rapport, a recommandé qu'on mette une limitation du nombre de participants. Donc, en fonction du trajet qu'on va emprunter, en fonction des difficultés, on va choisir plus ou moins de participants. Les normes sont déjà toutes établies. Par exemple, pour un sentier facile en moto hors route, je peux être accompagné un guide peut être accompagné de 7 participants. Mais dans le cas où c'est un parcours qui est plus difficile, on réduit le nombre de participants ou on augmente le nombre de guides. Il y a aussi un autre point qui est sorti du rapport du coroner et c'est bien entendu de suivre des sentiers qui sont balisés. Donc, c'était le principal point de l'accident qui s'est produit. Les gens ont quitté le sentier balisé pour prendre un raccourci qui, en fait, n'était pas vraiment un raccourci. C'est vraiment au guide de s'informer sur les chemins qui peuvent être suivis et s'assurer que tout est sécuritaire dans ces chemins-là. Cette formation-là, en tout cas, m'a permis de vraiment comprendre tout ce que ça prenait pour devenir guide. Et j'ai vraiment un peu été surpris de savoir que ça prenait autant de choses que ça pour pouvoir guider des gens. J'étais déjà très sécuritaire dans ma pratique de la moto-aventure parce que des fois, je suis rendu pas mal loin de la civilisation. Mais j'étais loin d'imaginer que ça pouvait être aussi détaillé que ça. Et de fait de suivre le cours, ça m'a permis de mieux planifier mes aventures à l'avenir. Merci d'avoir écouté la vidéo. Je trouve ça super le fun de vous partager cette histoire-là du Québec où un accident tragique a mené à quelque chose de plus positif, c'est-à-dire vraiment encadrer les guides puis permettre une pratique de cette activité-là qui est plus sécuritaire. Moi, j'y crois. Je crois que c'est possible en utilisant ces méthodes-là de planifier des activités plus sécuritaires puis continuer quand même à explorer. Fait que j'ai beaucoup appris en suivant ce cours-là parce que ça m'a rassuré sur mes compétences puis ça m'a aussi montré comment je peux planifier un peu plus pour avoir une meilleure réaction si jamais j'ai des accidents qui se produisent. Restez avec nous parce que je vais vous partager la prochaine vidéo sur Caltopo. Caltopo, c'est un logiciel de gestion de cartes et ça permet de faire des fichiers GPX qu'on peut ensuite importer dans notre GPS. Donc pour les gens qui font de la moto-aventure, du quad, de la motoneige, c'est vraiment intéressant parce que je peux me faire un itinéraire puis après ça l'exporter dans mon GPS. Aussi, ces cartes-là sont super bien faites parce que j'ai des images satellites au travers, j'ai des feux de forêt, j'ai toutes sortes de choses que je peux implémenter dans Caltopo. C'est vraiment un logiciel complet. Si vous voulez, abonnez-vous, cliquez sur j'aime, partagez-moi des commentaires si vous voulez en savoir plus, ça va me faire plaisir. J'espère que je vous ai appris quelque chose dans cette vidéo-là et on se dit à la prochaine!